La fin des smartphones, mutation ou illusion? Et si la vraie question n'était pas de savoir si les smartphones vont disparaître, mais s'ils sont déjà en train de nous échapper? Pourquoi, malgré des écrans toujours plus beaux, des caméras toujours plus puissantes et des processeurs toujours plus rapides, a-t-on tous le même sentiment étrange, celui que plus rien n'avance vraiment? Est-ce que le smartphone est arrivé à maturité? Ou est-ce qu'il prépare en silence la plus grande transformation de son histoire? Parce que ce que peu de gens réalisent, c'est que le smartphone de 2030 ne se jouera pas sur un design, ni même sur une innovation isolée, mais sur un changement beaucoup plus profond, notre rapport psychologique à la technologie. Depuis presque 20 ans, le smartphone est l'objet central de nos vies. Pas un objet parmi d'autres, l'objet, celui que l'on touche en premier le matin, celui que l'on consulte avant même de parler à un autre humain, celui qui concentre nos souvenirs, nos relations, notre travail, notre argent, notre identité. Et pourtant, malgré cette centralité absolue, quelque chose s'est figé. Les keynotes se ressemblent, les promesses s'accumulent, les innovations se mesurent en pourcentage, pas en rupture. Plus fin, plus lumineux, plus rapide. Et à chaque fois, la même question silencieuse dans la tête du public, c'est tout? Ce malaise n'est pas anodin. Dans l'histoire de la technologie, une stagnation apparente précède souvent une transformation radicale. Quand une technologie semble plafonner, ce n'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle change de nature. Et le smartphone est précisément à ce point charnière. Il ne peut plus évoluer comme avant, et il ne peut pas disparaître non plus. Alors que va-t-il devenir? Pour comprendre, il faut accepter d'entrer dans une zone inconfortable, une zone où le futur du smartphone n'est pas forcément désirable. Il existe un scénario possible où le smartphone cesse d'être un outil de liberté pour devenir un outil de normalisation. Pas par complot, par glissement progressif. Aujourd'hui déjà, dans certaines régions du monde, le smartphone est une clé. Une clé d'accès au transport, au paiement, aux services publics, parfois même aux droits fondamentaux. Il est un badge, un identifiant, une trace permanente. Et plus il devient indispensable, plus il devient impossible à refuser. En parallèle, dans les sociétés dites démocratiques, un autre phénomène fragilise tout l'édifice, l'économie de l'attention. Les réseaux sociaux ne sont pas conçus pour informer, ils sont conçus pour retenir. Et ce qui retient le plus efficacement l'attention humaine, ce ne sont pas les faits, mais les émotions fortes. La colère, la peur, l'indignation. Le smartphone est devenu le vecteur principal de cette dynamique. Résultat, polarisation, fatigue mentale, perte de confiance collective. Alors une question dérangeante surgit. Le smartphone de 2030 sera-t-il un outil que nous utilisons ou un système dans lequel nous vivons? Et c'est ici que la première tension narrative se met en place. Car face à cette saturation, un mouvement inverse est déjà en train de naître, lentement mais clairement. Désactivation des notifications, téléphone minimaliste, temps d'écran surveillé, déconnexion volontaire. Ce n'est pas une lubie marginale. C'est une réponse psychologique à une surcharge cognitive. Et chaque fois qu'une technologie dépasse un seuil d'acceptabilité humaine, une contre-culture apparaît. Mais attention, cette contre-culture ne détruit pas la technologie, elle la redéfinit. Le smartphone ne disparaîtra pas parce que nous en avons besoin, mais il ne pourra plus rester cet objet omniprésent, intrusif, exigeant. Sinon, le rejet deviendra massif. Et c'est précisément là que se joue la prochaine mutation. Parce qu'en parallèle de ce rejet culturel, une autre force avance, implacable, l'imprévisible technologique. L'histoire nous l'a appris. Les grandes ruptures n'arrivent jamais là où on les attend. Personne n'avait prévu l'iPhone. Personne n'avait prévu l'explosion d'Internet tel qu'on le connaît. Sur une période de 4 ou 5 ans, une découverte suffit à faire basculer tout un écosystème. Une nouvelle manière de stocker l'énergie, une percée dans les matériaux, une accélération du calcul. Et soudain, les contraintes actuelles s'effondrent. Prenons un problème universel, l'autonomie. Comment accepter qu'un objet aussi central doive être rechargé tous les jours alors que les téléphones d'il y a 20 ans tenaient une semaine? Ce paradoxe est devenu presque absurde. Et pourtant, les solutions existent déjà. Batteries à électrolyte solide, graphène, nanostructure. Les batteries solid state promettent une densité énergétique bien supérieure, une durée de vie multipliée et une sécurité accrue. Le frein n'est pas scientifique, il est industriel. Coût, production, échelle. Mais le smartphone n'est pas seul dans cette course. Les voitures électriques, les réseaux énergétiques, les infrastructures critiques dépendent de ces avancées.
Et quand un enjeu devient stratégique à l'échelle mondiale, les progrès s'accélèrent brutalement. Alors la vraie question n'est pas si, mais quand. Et même au-delà de la batterie, il y a la recharge. Recharge ultra rapide, recharge sans fil généralisé, recharge guidée et surtout, recharge ambiante. Des laboratoires travaillent déjà sur la conversion d'ondes électromagnétiques en énergie exploitable. Entrer dans un espace et voir ces appareils se recharger automatiquement. Sans câble, sans geste, sans y penser. Imagine l'impact psychologique. Plus besoin de surveiller le pourcentage, plus besoin d'anticiper. Le smartphone cesse d'être un objet fragile à maintenir en vie. Il devient une présence continue. Et cette continuité ouvre la porte à la transformation la plus radicale de toutes. L'intelligence artificielle. Pas celle du marketing, pas celle des slogans, mais une intelligence conversationnelle, contextuelle, multimodale. Une intelligence qui ne se contente plus d'exécuter des commandes, mais qui comprend des intentions. Jusqu'ici, nous utilisions nos smartphones comme des télécommandes. Demain, nous dialoguerons avec eux. Ce basculement est colossal. Il transforme l'interface, il transforme le geste, il transforme la relation. On ne naviguera plus dans des applications, on formulera des objectifs. Et le système se chargera du reste. Cela semble confortable. Cela leste. Mais cela pose une question vertigineuse. Quand un système anticipe vos besoins, qui décide vraiment ? C'est ici que s'ouvre une nouvelle boucle narrative. Car un smartphone conversationnel n'a plus besoin d'être regardé. Il peut rester dans la poche. Il peut s'exprimer par la voix, par de micro-signaux, par des notifications intelligentes. Et à ce moment précis, le smartphone cesse d'être le centre visible de l'expérience. Il devient le cerveau invisible. Autour de lui, un écosystème se met en place. Lunettes de réalité augmentée, montres connectées, écouteurs intelligents, capteurs biométriques. Tous collectent des données. Tous alimentent un modèle central. Le smartphone devient un hub, pas un objet, une infrastructure personnelle. Et c'est une tendance lourde de l'histoire de l'informatique. Plus une technologie devient puissante, plus elle cherche à disparaître. Les claviers ont disparu derrière les écrans. Les écrans commencent à disparaître derrière la voix, le geste, le regard. L'informatique devient ambiante. Mais cette invisibilité pose une question essentielle. Que devient la forme physique du smartphone ? Sera-t-il pliable, enroulable, transparent ? Peut-être pour certains usages. Mais chaque geste supplémentaire est une friction. Et la majorité des utilisateurs choisit toujours la simplicité. Le format classique reste imbattable, sauf si le bénéfice est immense. En revanche, une évolution semble inévitable, la solidité. La finesse extrême n'est plus un rêve, elle devient un défaut. Les utilisateurs veulent des objets qui durent. La durabilité devient une valeur économique. Moins de renouvellement, plus de services, plus de relations dans le temps. Et derrière la durabilité se cache quelque chose de plus profond, l'attachement. On ne répare que ce à quoi on tient. Or, les smartphones sont devenus interchangeables, performants mais sans âme. Et c'est là qu'une idée fascinante émerge, donner une forme d'expression au smartphone. Des prototypes existent déjà. Modules mobiles, caméras articulées, micro-mouvements. Non pas pour être utile, pour être expressif. Parce qu'un objet avec lequel on dialogue cesse d'être un simple outil. Il devient une présence fonctionnelle. Et cela change radicalement notre rapport à la technologie. Pendant ce temps, l'image continue de muter. La course aux mégapixels s'essouffle. Les limites physiques sont atteintes. La vraie révolution est dans le calcul. Les smartphones produisent déjà des images partiellement générées, assemblées, optimisées, corrigées en temps réel. La question devient philosophique. Qu'est-ce qu'un souvenir quand il est en partie synthétique ? Mais dans les faits, l'usage l'emporte toujours. Les gens veulent des souvenirs beaux, émotionnels, partageables. Et l'algorithme devient le pinceau invisible. Ajoute à cela les capteurs de profondeur, les lidars, les images spatiales. Le smartphone ne capture plus une image, il capture un espace. Et même si ces usages restent marginaux aujourd'hui, ils préparent un futur où l'image n'est plus plate. La connectivité suit le même chemin. Satellites, zone blanche réduite, coexistence entre réseaux terrestres et spatiaux. 6G en approche, non pas pour la vitesse, mais pour la latence, pour la stabilité, pour permettre à ces intelligences distribuées de fonctionner en permanence. Et nous arrivons au point de bascule final.
En 2030, le smartphone n'aura pas disparu. Il aura changé de rôle. Il ne sera plus l'objet que l'on consulte compulsivement. Il sera l'infrastructure invisible de notre quotidien. Et c'est là que le dilemme apparaît. Plus le smartphone devient intelligent, plus il doit nous connaître. Plus il nous connaît, plus il concentre de pouvoir. Plus il concentre de pouvoir, plus la question du contrôle devient centrale. Le futur du smartphone n'est pas une question de technologie, c'est une question de choix collectif, de limites, de refus, de valeurs. Voulons-nous un assistant parfaitement optimisé ou un outil volontairement imparfait mais maîtrisable? Et le vrai plot twist est là. Le futur du smartphone ne dépend pas des ingénieurs, il dépend de nous. En 2030, quand votre smartphone saura anticiper vos besoins, corriger vos erreurs, optimiser vos décisions, serez-vous encore certain que ce sont vos décisions